Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders de la transformation. On est cette semaine au salon BEI 5.0 à Mulhouse, chez nos cousins alsaciens. J'ai la chance de rencontrer aujourd'hui un innovateur, même inventeur, fondateur d'une compagnie Technocarbone. On parle avec Stéphane Savarez. Ne manquez pas ce podcast sur des nouveaux matériaux qui vont permettre de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Bienvenue à La Chaise Bleue, Stéphane. Comment ça va? Très bien, merci. En fait, moi, je suis méditerranéen, donc pour moi, déjà, l'Alsace, c'est le Grand Nord. Donc, j'ai vu de la neige, c'est incroyable. Toi aussi, tu es en voyage aujourd'hui. Là. Absolument. En découverte, parce que sur ce salon, on voit des solutions qu'on imaginait, et ça y est, là, c'est possible. On voit comment numériser et digitaliser, informatiser et rendre plus intelligente une usine en quelques semaines grâce aux solutions. Oui, puis ça bourdonne quand même. La journée aujourd'hui commence plus tranquillement que la journée d'hier, mais hier, il y avait beaucoup de gens au salon. Stéphane, dis-moi, avant de se lancer dans Technocarbone, une entreprise que j'ai été assez impressionné hier, on a même vu le produit, j'aimerais savoir de où tu viens. T'es natif de Nice ou c'est où? Moi, je suis né à Marseille, j'ai grandi en Corse, Marseille. qui est une magnifique île en Méditerranée occidentale. Et ensuite, donc du coup, je prenais beaucoup l'avion entre Marseille et Ajaccio. Et donc, du coup, je suis devenu ingénieur aérospatial. Ingénieur aérospatial. Puis, voilà. Est-ce que vous avez pratiqué l'ingénierie aérospatiale? Là? Ah oui, tout à fait, oui. J'ai sévi pendant 15 ans dans cette industrie. Ça m'a permis de découvrir non seulement la conception par ordinateur, mais la simulation numérique, mais aussi la fabrication, les matériaux, les procédés de forgeage et de fonderie, puisque je travaille sur les pièces chaudes de moteurs d'avion et de moteurs fusées, puis aussi les matériaux composites. Puis ici, c'est Dassault, c'est Airbus, les fabricants de moteurs. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le groupe Safran. Ah, Safran, OK. Voilà, donc les moteurs et les équipements. OK. On a à Montréal une entreprise qui s'appelle Safran Messier Darty qui font les trains d'atterrissage d'avion. Là. Absolument. Donc, j'ai fait des calculs de validation de trains d'atterrissage. Ah, wow. Puis, là, aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est Technocarbone, excuse-moi. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer c'est quoi le nouveau matériau ou comment vous êtes arrivé aussi à cette solution-là? En fait, je suis parti d'une expertise sur le climat que j'ai acquise dans les années 2010-2015. Et à la COP21, j'ai vu qu'il y avait un gros trou dans la raquette des solutions climatiques. Parce que tout ce qui est bien traité, c'est énergie, efficacité énergétique, etc. On a beaucoup sur ce salon. Mais en revanche, la fabrication des matériaux, c'est 20% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et en fait, il n'y a pas trop de solutions très efficaces à court terme. Donc j'ai cherché une technologie qui permette de diviser par 10 tout de suite les émissions de gaz à effet de serre de cette filière. Et si on regarde les trois principaux matériaux, c'est l'acier, l'aluminium et le béton armé. Et c'est très difficile de les remplacer, et encore plus difficile de les remplacer par quelque chose de très bas carbone. Là, ça veut dire, juste pour vulgariser de mon côté, là, c'est qu'en fait, de la construction, je suis d'accord avec vous, là, à part de l'acier, du carbone, pas du carbone, du béton, toutes les grandes armatures et tout faites en, tu sais, les ArcelorMittal de ce monde, puis sans rien enlever à ces entreprises-là. Vous dites que ça représente 20% des gaz à effet de serre, dans le fond, des émissions de carbone. C'est ça, parce qu'il faut beaucoup de chaleur et on utilise des réactions qui émettent beaucoup de CO2. On parle des grandes usines de sidérurgie, l'exemple, voilà. De la poudre, les fonderies, la totale. Voilà. Pareil pour les fours rotatifs qui permettent de fabriquer le ciment. OK. Et on a aussi le même problème pour l'aluminium. Puis le produit en soi, aujourd'hui, que vous avez mis en place, ça, c'est un produit qui est à base, je pense, c'est peut-être plus me l'expliquer là, au lieu que je bête. Là. Oui, effectivement. Ouais. Donc l'idée, c'était de trouver un produit, un matériau qui ait des propriétés techniques comparables, mais une plus grande durée de vie, avec un bilan écologique bien meilleur, c'est-à-dire qui consomme beaucoup moins de CO2 et d'eau. Et donc nous avons trouvé ça grâce, et c'est inattendu, à la pierre, qui est le matériau le plus ancien, parce que ce qu'on vous propose, c'est un retour à l'âge de pierre, mais la pierre armée par le carbone. Et nous avons prouvé qu'en fait, ce matériau-là, non seulement présente un intérêt, ce qui n'est pas vraiment intuitif, hein, le retour à la pierre, ça va exciter personne, mais en fait, la pierre armée par le carbone, c'est vraiment l'alliage du matériau le plus ancien avec un des plus modernes, et c'est un super alliage. Donc, au lieu de mettre de l'acier dans le béton, on met du carbone dans la pierre.
Exactement. Ouais. Et Vous donc, l'avez pas la pièce, hein, je l'ai vue hier, vous l'avez pas avec vous, hein, la pièce? non, c'est mon collègue qui l'avait. On la prendra tantôt, je vais lui demander de la montrer. Puis présentement, ce produit-là, est-ce qu'il est encore à la phase de test? Vous avez commencé à l'industrialiser et à l'utiliser ou vous avez fait des bâtiments déjà avec ou des... Bon, en fait, le problème, c'est que la plus petite usine qui permet de fabriquer ça, c'est quand même un investissement d'au moins 1 million d'euros. Donc le plus long, ça a été de trouver l'argent. Ouais. Et là, ça y est, on a trouvé l'argent, on a levé des fonds au cours des 3 dernières années. Okay. Et là, nous avons ouvert donc cette année, près de Marseille, un atelier pilote qui préfigure notre première usine. Donc c'est un atelier pilote, c'est quelque chose qui peut produire environ 1000 tonnes de produits par an. Et la première usine, c'est 10 fois plus 10 000 tonnes. Et donc là, avec quelques millions d'euros, on obtient ce premier pilote qui nous permet de fabriquer des premiers produits, qui nous permet d'acquérir nos premiers clients et de montrer que ça fonctionne non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau commercial. J'imagine que toute la machinerie, autant pour l'installation, le déplacement, après la fixation et tout, ça va être des nouvelles types de technologies ou on va utiliser les technologies d'aujourd'hui? C'est vraiment une technologie Lego. C'est-à-dire qu'en fait, on prend ce qui fonctionne pour la pierre, pour les composites, donc puisque notre matériau, c'est un assemblage de plaques de pierre et de laminés carbone époxy. Et ensuite, on réassemble ça, on fait des assemblages mécaniques qui permettent de réaliser des fonctions nécessaires pour les produits. Comme un Lego, en fait. Exactement. Donc, en fait, on fait... c'est un petit peu de la cuisine, parce que déjà, on fait des plaques, donc ça ressemble un petit peu à des pizzas en pierre. Oui. Et une fois que ça sort du four, on redécoupe, on recolle, et ça donne des produits finis. Est-ce que ce type de produit-là, un jour, pourrait être, dans le meilleur des mondes, est-ce que ça pourrait même faire des immeubles à plusieurs étages? Est-ce que c'est l'objectif? D'être complètement remplacer le béton? C'est l'objectif à terme, mais il y a une étape intermédiaire actuellement dans l'architecture qui est de mettre le meilleur matériau au bon endroit. Okay. Donc déjà, si on pouvait partiellement remplacer l'acier et le béton dans les bâtiments, ça réduirait déjà ce qu'on appelle le carbone intrinsèque, c'est-à-dire le contenu carbone de leurs émissions provenant des procédés de fabrication. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment, on peut aller plus loin, c'est-à-dire mettre de plus en plus de pierre carbone, mais l'objectif, c'est pas de te remplacer à court terme. Peut-être à long terme, c'est une solution, mais déjà remplacer, je sais pas moi, 1%, 10%, 20% de l'acier et du béton dans un bâtiment, ça ferait déjà une différence. Ça, ce que ça veut dire, là, puis là je rêve, là, je m'amuse, là, mais il y a plus de construction que de voitures dans le monde entier. Là. Ça veut dire que si c'est un matériau qui réduit de 20% la consommation de carbone, qui est plus durable dans le temps, puis qui fait face aux chaleurs, au froid aussi, ça veut dire la réalité, c'est que c'est une mine d'or. Là. Je ne sais pas si ça se dit comme expression en France, là, mais c'est le potentiel. Alors, ouais, c'est une opportunité en or. Là. On espère que c'est un petit peu la poule aux œufs d'or et que effectivement, ça va nous permettre de faire une chose qui est un problème assez aigu en France en ce moment, que la sidérurgie est en train de disparaître. Ouais. Toutes les semaines, on annonce une fermeture d'un site sidérurgique. Ouais. Et nous, notre ambition, c'est de compenser, au moins partiellement, parce que malheureusement, les sites vont fermer plus vite que nous allons être capables d'ouvrir l'usine, mais au moins amortir le choc et remplacer petit à petit l'industrie de l'acier par l'industrie de la pierre. Nous, avec je ne sais pas si vous suivez l'actualité au Canada, là, mais Trump vient d'annoncer une augmentation de 25% des frais de douane entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que c'est un bluff? On ne le sait pas, mais il a annoncé ça dans les journaux. Là. Il dit, lui, aussitôt qu'il tombe en pouvoir, il augmente de 25%, ben, notre industrie de l'aluminium, de l'acier, notre industrie forestière, c'est ce qui va se produire. Là, c'est qu'on sera plus compétitif, on sera plus capable d'aller percer aux États-Unis. Fait que ça peut être des matériaux avancés assez brillants. Faire le saut entre, on va dire, un employé, chercheur, innovateur, je pourrais te donner tous les titres, là, à entrepreneur qui va chercher des fonds. Comment tu as vécu la transition entre les deux? C'était-tu une pré-retraite ou pas du tout? Tu as arrêté de travailler dans l'aéronautique? J'ai une solution? En fait, j'ai arrêté à partir du moment où j'ai décidé que j'allais travailler 100% sur le climat. Ouais, et après, très vite, j'ai vu que j'allais me concentrer sur les matériaux. En parallèle, j'avais une interrogation qui était qu'est-ce que c'est qu'une start-up? Parce que à 45 ans, je savais pas ce qu'était une start-up, donc j'ai regardé et je me suis dit oui, on va faire ça en mode start-up parce que ça a l'air plus fun. Et puis de toute façon, si on veut aller vite, parce qu'il y a quand même une course contre la montre, contre le climat,
C'est-à-dire qu'il faut aller très vite pour justement remplacer les matériaux très carbonés par des matériaux neutres en carbone, voire carbonégatifs. Et l'ambition, c'est de devenir carbonégatif. C'est-à-dire que d'inverser le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on construit, on émet du CO2 massivement. Et l'idée, c'est de passer très vite en neutralité carbone et d'ici 10 ans, devenir négatif en carbone. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on construira, on stockera du CO2 et pour des siècles. Pourquoi ? Parce qu'on a des matériaux qui ont une durée de vie importante. Donc nous, dès qu'on piège le CO2, il est stocké pendant des siècles. Ah, oui. Ce qui est exactement ce qu'il faut faire pour éviter de réchauffer la Terre et passer en émissions négatives. C'est l'ambition après 2050. 2050, c'est la neutralité carbone. Et après 2050, il faut qu'on passe en émissions négatives. Pourquoi ? Parce qu'on est en retard. On a émis trop de CO2. Il va falloir le récupérer le plus vite possible avant que ça ne fasse basculer le climat dans une autre asymptote qui est un climat à plus 5, plus 10 degrés qui serait catastrophique pour toutes les espèces vivantes, pas seulement l'espèce humaine. Puis, en fait, c'est noble. Puis, là, la technologie a un brevet, j'imagine, ou des brevets. Là, vous avez réussi à aller chercher un brevet pour la technologie. Est-ce qu'il y a des technologies est-ce qu'il y a déjà des gens qui avaient essayé ce type de matériau-là ou qui avaient réfléchi, qui n'avaient pas abouti, mais êtes-vous les seuls sur la planète présentement ou il y a d'autres joueurs qui sont un peu dans le marché, dans le même concept? Alors, beaucoup de monde avait essayé de faire quelque chose avec de la pierre, mais je pense que l'erreur, c'était qu'ils broyaient la pierre pour la mélanger à des produits chimiques. Okay. Et en fait, lorsqu'on fait ça, on perd toute l'énergie qui a été stockée dans la pierre, en tout cas dans les roches magmatiques comme le basalte et le granit, qui sont les roches principales que nous utilisons. Et donc, il faut voir que la nature, elle a forgé ces matériaux. Donc, c'est une céramique naturelle dans laquelle il y a beaucoup d'énergie qui a été emmagasinée. Si on la broie, on perd cet avantage. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la découpe, ce qui est très efficace énergétiquement. Et du coup, on récupère tout ce travail de forgeage fait par la nature gratuitement. C'est fou. Puis, tu sais, le but du Canada, quand on regarde la France, là, vous êtes comme les champions des règlements, les champions des, comment je pourrais dire, pas la bureaucratie, mais le fonction, tu sais, la réglementation. La réglementation, c'est quand même... Nous, c'est la réglementation qui nous permet... Pourquoi est-ce qu'on s'est implanté en France ? Oui. Parce qu'il y a la réglementation qui existe nulle part ailleurs, qui nous oblige à diviser par 2 les émissions de CO2 de l'industrie d'ici 2030. Fait que c'était une opportunité de créer ce produit-là en France. Alors, il y a 2 autres pays qui ont une réglementation similaire. Ouais. C'est le Canada et l'Autriche. Vous avez le prix du carbone. Ah oui. Et ça, c'est important. Alors, le problème au Canada, c'est qu'il y a des provinces qui, en ce moment, s'échappent du prix du carbone parce qu'elles ont une option pour y échapper. Mais au Québec et Ontario, le prix du carbone est appliqué. Donc, normalement, on devrait avoir un avantage compétitif, au moins dans ces 2 provinces. Mais c'est vrai qu'on entend parler de plus en plus. Puis la plupart des projets start-up qui lèvent en ce moment, c'est des projets d'économie renouvelable ou d'économie circulaire. C'est intéressant. Je serais curieux de... C'est quoi le plus gros enjeu de cette commercialisation-là ou de ces levées de financement, est-ce que j'ai compris, mais y a-t-il d'autres gros enjeux? T'sais, vous lancez quand même contre une industrie qui est vieille comme le monde, là, en voulant dire que l'industrie du béton, de l'armature, c'est... Mais on s'appuie sur une industrie encore plus ancienne, qui est l'industrie de la pierre. Et donc, il faut savoir que là, on utilise par exemple des machines françaises. On nous avait dit que ça n'existait pas. On utilise des machines françaises pour travailler la pierre, par exemple. Et donc on s'appuie également sur une industrie ancienne qui était en perte de vitesse, parce que la pierre n'intéressait plus personne, à part quelques comptoirs de cuisine et quelques trottoirs. Mais là, on peut réellement revitaliser cette filière, non seulement en France, mais aussi au Canada. Et le deuxième point, c'est qu'on s'appuie aussi sur une industrie de pointe, qui est l'industrie aérospatiale et maintenant l'industrie navale, qui utilise les composites carbone époxy. Il faut voir qu'aujourd'hui, nous bénéficions de toutes ces innovations, parce que les tissus carbone et les résines d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans. Ils sont beaucoup plus performants, beaucoup moins chers. On a démontré qu'ils sont très durables, c'est-à-dire que lorsque l'acier est complètement rouillé et le béton est complètement désagrégé, notre composite pierre carbone époxy est complètement intact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a une durée de vie 10 fois meilleure que l'acier et le béton armé. Est-ce qu'il y a de la corrosion? Est-ce que ça peut rouiller? Je ne sais pas si ça se dit en France rouiller, mais est-ce que le carbone époxy peut rouiller? Non. Le problème du carbone époxy qui se produisait il y a 20-30 ans, c'était la délamination. C'est-à-dire qu'il y avait une mauvaise adhérence entre le carbone et l'époxy et ce qui les entourait. Là, on a exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a une adhérence qui est tellement bonne qu'on a du mal à l'expliquer scientifiquement, puisque les résultats montrent que c'est plus résistant que ceux que l'on peut calculer.
Et donc, on n'a pas l'explication de ça. Il y a des beaux travaux de recherche à lancer ici. Et ça intéresse aussi le Centre de recherche scientifique du Canada, parce que en fait, il y a un petit mystère derrière notre technologie, c'est que ça marche beaucoup mieux que prévu. C'est un petit peu comme quand on a inventé le Pyrex, hein, que quelqu'un a fait tomber un bout de verre un jour et le bout de verre a rebondi. Et ça a donné un brevet et des milliards d'euros, des milliards de dollars de profit. Eh bien, voilà, on espère qu'on est un petit peu dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on a fait exprès de faire quelque chose qui fonctionnait, mais comme ça fonctionne encore mieux que prévu, ben en fait, c'est un jackpot. Hey, on a un petit foyer, là. On a amené notre petit foyer du Canada à Mulhouse aujourd'hui. Oui. Le concept du foyer, c'est que, tu sais, un foyer, pour l'entretenir, on doit mettre des bûches. Tu sais, on doit l'entretenir toujours. Quelqu'un comme toi qui a quand même une carrière on va dire d'ingénieur là, à travers l'aéronautique, plusieurs domaines. Puis là, aujourd'hui, qui se lance dans une start-up, on s'entend, là, c'est quand même un défi personnel, mais comment tu t'alimentes? C'est quoi les bûches que tu mets à l'intérieur de toi? C'est tout le temps la recherche? C'est le fait de contribuer à un avenir meilleur? C'est une discussion que j'ai souvent avec des gens qui se disent, mais tu fais trop de choses à côté. Mais en fait, ce que je fais à côté, c'est pour ça que je suis là. C'est ça qui a contribué à la création de Technocarbone, c'est que je m'occupe du climat en général. Donc par exemple, je plante des arbres. Je fais partie d'un petit groupe qui plante des millions d'arbres à Madagascar, et maintenant on vient de démarrer en Ouganda et bientôt au Brésil. Voilà. Et donc je vais régulièrement au COP. Donc pas toutes. Je suis allé à la COP 28 et j'irai peut-être à la COP 30. Je suis pas allé à la COP 29. Et donc là, c'est des conférences où le monde entier se retrouve pour parler d'une chose. Le climat, alors on parle aussi d'autres choses, on parle aussi de société, de biodiversité, donc voilà, donc c'est la démarche du développement durable en fait qui me motive, et il y a pas mal de salons en France, en Europe et ailleurs, et donc j'essaie d'y aller lorsque j'ai le temps. Là, je ne veux pas faire de politique ici, là, parce que c'est pas l'objectif non plus du podcast, mais l'arrivée de la droite au pouvoir américain doit avoir un impact quand même considérable sur toutes vos travaux, sur vos intentions. Je l'ai déjà vécu une fois. Okay. C'était le 8 novembre 2016 à la COP22. Je me souviens exactement du moment et de l'heure. Et donc le 9 novembre à 9h, je vais sur le stand des USA à Marrakech. Et la veille, il y avait 150 personnes. Et ce matin-là, il y avait une personne. Et je lui dis, mais ils sont partis, où les autres? Et il m'a dit, they're looking for a job. Ils cherchent du travail parce que Trump avait été élu et il savait que ça serait une catastrophe. Ouais. Et en fait, ça n'a pas été complètement une catastrophe parce qu'on a vu une réaction qu'on n'attendait pas. C'est que les villes et les États ont pris le relais. C'est-à-dire, comme le gouvernement fédéral, là, pendant 4 ans, va rien faire sur le climat, en fait, c'est les villes et les États qui vont prendre le relais. Donc voilà, c'est pas très grave. Tout le monde a compris, et puis même Trump aussi, je pense qu'il a un peu compris qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Donc il ne va pas s'y opposer. Ouais, il va faire des discours comment je pourrais dire, grandiose, mais le but, c'est non, mais là, il a déjà dit qu'il sortirait plus de l'accord sur le climat. Voilà, okay. il a fait la bêtise une fois, il va pas la refaire, c'est très bien. Good. Donc, on a déjà gagné, je pense. Exemple, je vais m'amuser avec toi, là. On est allé, mettons, je vais au Madagascar avec toi voir les Malgaches, on plante des arbres ensemble, puis finalement, je casse une branche, puis je me rends compte que c'est une baguette magique. Okay? Moi, je suis quelqu'un de vraiment généreux, là. Tu sais, les Canadiens, nous, on est généreux. Il y a un vœu à faire, mais je décide de te la donner. Tu fais quoi avec cette baguette-là, avec Technocarbone? Où t'amènes Technocarbone dans les prochaines années? C'est quoi le succès de Technocarbone? En fait, mon rêve, c'est qu'en fait, là, on va faire notre première usine, et puis la deuxième. Et donc, avec ta baguette magique, je ferai 1000 usines. 1000 usines. Dans chacun des pays du monde entier. Là. Partout où les gens en veulent, en fait. J'ai compris aussi qu'il faut pas aller où les gens en veulent pas, il faut aller là où les gens en veulent. C'est rare qu'on a des gens avec autant d'expérience puis des idées aussi révolutionnaires que toi. Il y en a plein là, avec des. Je veux pas enlever les 100 autres qu'on a rencontrés, mais j'ai comme l'impression que tu t'en vas dans une industrie je veux pas parler de c'est contrôlé aussi par des multinationales, la construction veut pas, puis des compagnies d'ingénierie et tout, mais je serais curieux de savoir dans ta carrière, là, est-ce que tu as déjà reçu un conseil de quelqu'un qui t'a marqué aujourd'hui, a peut-être même encore un impact sur toi, ou une citation que tu as entendue? C'est quoi le meilleur conseil que quelqu'un t'a donné dans ta vie? J'ai reçu 3 conseils. Le premier, c'est ne changez pas. Okay. Le deuxième, c'est allez là où vous voulez aller. Et le troisième, si on vous dit que c'est impossible, faites-le. C'est bon, j'aime ça. C'est impossible, faites-le. Tu es en train de faire l'impossible en ce moment-là. C'est un peu mission impossible.
Hey, j'ai un autre. J'aime ça faire jouer à l'inspecteur de police aussi. Là. Y a-t-il une question que j'aurais dû te poser aujourd'hui, Stéphane, que je t'ai pas posée, ou y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas? Tu sais? Sur Technocarbone ou sur toi, tu sais. Oui. Souvent, moi, je pourrais dire, on finit l'entrevue, puis là, on finit par se parler après le micro. Là, le oui, micro c'est est vrai. fermé. Puis là, on se dit, mais non, ça, j'aurais aimé le savoir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir sur Technocarbone? Alors, bon, ce qu'on devrait savoir, c'est effectivement que dans quelques années, on pourra capter le CO2 au lieu d'en émettre. Mais il y a un autre truc derrière, c'est que ça je l'ai appris, curieusement, aux Émirats. En fait, on ne le sait pas, mais ils ont un projet qui est de construire une ville sur Mars en 2117. Ça s'appelle Mars 2117. Et grâce à ça, on a été invité par l'accélérateur d'Abu Dhabi, à Abu Dhabi, justement, parce que, en fait, notre matériau peut être fait dans le désert, et donc il peut être fait sur Mars. Il pourrait être fabriqué sur Mars. Exactement. Ah oui. Hein. Mais Elon Musk, c'est avec ses Cybertruck, là, l'idée, c'est, je sais pas si tu as vu quand il projette la vie sur Mars, t'as-tu vu ces images? C'est le Cybertruck qui se promène sur Mars en ce moment. Oui, mais le truc, et c'est très bien identifié par la NASA et l'Agence spatiale européenne, c'est qu'en fait, la vitesse de développement des infrastructures sur Mars sera limitée par l'énergie. L'énergie que l'on consomme pour les fabriquer. Et donc, il faut avoir des procédés très peu énergivores pour les développer plus vite. Parce que au départ, on n'a pas beaucoup d'énergie sur Mars et on n'a pas les procédés qui permettent de fabriquer plus de centrales énergétiques. Donc, en fait, notre matériau a ces deux avantages, c'est qu'il peut être fait à partir des matériaux qu'on trouve sur Mars, et il est beaucoup moins énergivore à fabriquer que les métaux. Alors, on ne vit pas sur la même vitesse, là, c'est fou. Je suis innovant au quotidien. Je veux dire, j'aime aller chercher des parts de marché, j'aime travailler avec plein d'industries, mais déjà penser d'amener les matériaux sur Mars, là, je lève mon chapeau, là, c'est inspirant ce matin, Stéphane. Stéphane, là, je vois que le salon avance. Je ne veux pas te garder non plus tout le temps qu'on est ensemble. Merci d'être venu sur la chaise bleue. Merci. J'espère qu'un jour, avoir la chance de pouvoir t'aider à amener ce matériau-là au Canada. Si on peut le faire, ça va me faire plaisir de te présenter à l'ensemble des gens qu'on connaît. Mais tu connais déjà le Centre de recherche au Canada. Très volontiers, on aura besoin de toute l'aide qu'on peut avoir, ça c'est certain. C'est noble comme mission, félicitations, puis en espérant te revoir dans un salon bientôt à quelque part dans le monde, Stéphane. Merci la chaise bleue, merci Benoît. Cet épisode de la chaise bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.